Schleck là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des commissaires de course. Cette émission s'inscrit toujours dans le cadre de la série thématique d'intersaison. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui a animé le petit monde du vélo pro la semaine dernière, à savoir le retrait de l'équipe Sky du peloton professionnel en 2019. Voilà, donc pour aborder ce sujet sont réunis aujourd'hui avec moi Théo. Salut. Charles. Salut à tous, salut Max. Et Greg. Salut tout le monde. Et bonsoir, cher commissaire. Bien, donc voilà, une nouvelle qui a un peu surpris son monde la semaine dernière. Je pense que peu de gens s'y attendaient aussi vite. Voilà, donc Charles, c'est peut-être l'occasion de revenir un peu sur la genèse de cette nouvelle, comment en fait tout ça a été décidé, et puis peut-être faire aussi une petite rétrospective, on va dire, sur l'équipe Sky, sur la façon dont elle a marqué le monde du vélo ces dernières années. Ouais, tu l'as très bien dit, Max. C'est une décision qui a surpris bon nombre d'observateurs, et je crois même que d'ailleurs les premiers surprises, ça a été les membres du staff et les coureurs du Team Sky qui s'attendaient pas du tout à disparaître aussi vite des pelotons, si tant est qu'ils disparaissent, bien sûr, puisque on le rappelle rapidement, Bernal a signé un contrat de 5 ans, Froome et Thomas ont été prolongés pour une longue durée aussi, et je pense que chez Sky, on s'attendait à un avenir long et radieux, entre guillemets, mais finalement, on a appris la semaine dernière que le sponsor principal de l'équipe, donc l'entreprise Sky, allait se retirer des pelotons à la fin de la saison 2019. Alors la raison, elle est toute simple, c'est pas du tout une volonté d'arrêter le sponsoring ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, l'entreprise Sky a été rachetée par le groupe américain Comcast, qui ne fait pas du vélo sa priorité et préfère axer son argent son sponsoring dans d'autres domaines. Donc l'équipe Sky en fait les frais et se retrouve à la recherche d'un sponsor pour la saison prochaine. Oui, parce qu'il faut rappeler le statut particulier de l'équipe qui, Sky n'était pas le simple sponsor en fait de l'équipe, était le propriétaire de l'équipe, contrairement, par exemple, à, je ne sais pas moi, nos équipes françaises de World Tour, AG2R ou Groupama. Oui, pardon. Donc, on va peut-être enchaîner. Ta réaction, Théo? Comme tout le monde, j'ai été surpris et surtout, après le choc, il y a plusieurs questions qui se posent. Et déjà, au niveau de l'équipe et au niveau sportif, comment vont réagir les coureurs et comment va s'organiser la saison de l'équipe Sky? Moi, c'est surtout, on sait que vraiment ce qui a été important pour l'équipe Sky et ce qui a fait son succès, en dehors de recruter les meilleurs coureurs, c'est son organisation sans faille, le fait de pouvoir disposer de coureurs très talentueux et qui se mettent totalement au service de leur leader. Sachant que l'équipe risque de disparaître, est-ce que vraiment des gens comme Wout Poels vont continuer à se donner corps et âme pour un leader, tout en sachant que il faut aussi qu'il se monte pour trouver un contrat l'an prochain? Donc au niveau sportif, ça va déjà être intéressant. Ensuite, pour revenir un peu de manière plus générale. Cette année, ça va se traduire peut-être dans la façon de rouler parmi ces coureurs. On risque déjà de voir du changement. Oui, des coureurs qui veulent se mettre en évidence, peut-être pour retrouver plus facilement un contrat. En fait, avant même de partir là-bas, en fait, dans cette direction, tout ça, ça va dépendre de ce qui va se passer pour l'équipe Sky et quels sont les différents scénarios possibles. Je pense que Greg peut nous en parler un peu. On ne sait pas exactement ce qui va se passer, quoi. Il y a plusieurs scénarios possibles. Tout d'abord, ça me paraît peu probable parce qu'il n'y a aucun repreneur. C'est-à-dire que les coureurs encore sous contrat à partir de 2020 pourraient toujours être payés par Sky parce que je crois que c'est leur contrat qui est comme ça. Il me semble avoir lu ça. Donc aucun repreneur, mais ça j'en doute. Ou alors il y a quelqu'un qui reprend, mais avec quel budget? C'est-à-dire il faudra racheter la structure, mais est-ce que le futur groupe, la future entreprise qui reprendra Sky aura, à quelle hauteur, à quel budget? Est-ce qu'on aura un mastodonte avec un budget hors norme comme aujourd'hui? Ou est-ce qu'on aura une équipe avec un budget, on va dire, plus raisonnable
une équipe donc un peu plus raisonnable et peut-être qui fera moins peur aux autres équipes et peut-être aux autres sponsors. Ouais, c'est difficile d'imaginer quand même l'équipe reprise à l'identique, toutes choses égales par ailleurs. Puis il y a aussi le problème peut-être de l'âge des leaders. Je ne sais pas si tu voulais peut-être intervenir là-dessus, Charles. Ouais, Greg a très bien résumé. Il y a plusieurs hypothèses sur la table. Je pense qu'on est tous d'accord que celle qui consiste à dire qu'il y ait vraiment zéro repreneur pour l'équipe paraît peut-être la moins probable. Vous me direz après si vous êtes en désaccord avec ça, mais pour moi, celle qui est la plus envisageable, ça serait celle où un repreneur n'aurait pas la puissance financière pour aligner 35 ou 40 millions sur la table, parce que je crois que le budget du Team Sky, c'est 35 millions de livres, donc approximativement 40 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Trouver une entreprise qui a cette possibilité-là, c'est quand même assez compliqué. Donc, si jamais une équipe a un budget moyen, c'est-à-dire entre, je sais pas, 15 et 25 millions pour situer à peu près où se situe le niveau des équipes du World Tour, quid des gros leaders, je pense notamment à Chris Froome et à Geraint Thomas, qui ont tous les deux plus de 30 ans et dont le salaire pèse environ 5 millions d'euros. Est-ce que le nouveau sponsor va les conserver ou pas, Max ? Alors, la chose que je voulais dire là-dessus, c'est finalement ce problème entre guillemets de riches, c'est un peu. Est-ce que c'est pas Sky qui se les crée toute seule en bâtissant une équipe avec un budget, on va dire pas hors norme, mais quand même qui sortait tellement du lot par rapport aux autres, non sans raison, et puis non sans succès non plus, bien sûr, mais finalement, une équipe avec un tel budget, oui, effectivement, une fois qu'elle se retrouve au bout de son cycle, plus le budget est gros, plus trouver un repreneur va être difficile. Tu pointais en plus l'âge des principaux leaders. Ça paraît effectivement assez improbable qu'un repreneur puisse engager 35 à 45 millions d'euros déjà seul comme ça. Qui plus est, avec des leaders vieillissants, même si d'un autre côté, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez et qui est tout très jeune, c'est Bernal. Mais enfin, ça me paraît, je vois pas comment une telle équipe dans 2 ans pourrait valoir le même budget, en gros. Donc, d'abord Théo, ensuite Charles. Ouais, mais moi, c'était pour rebondir à ce que tu disais, peut-être en élargissant un peu la focale. C'est quoi l'intérêt, enfin, quels sont les avantages de l'équipe Sky pour un repreneur? Charles t'a parlé des désavantages. Effectivement, il y a des leaders qui sont vieillissants et qui ont des gros contrats. Je crois que Thomas a prolongé de 3 ans. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes, en fait. Tout le monde pense à Bernal, tout le monde pense à Sousa, mais il y en a d'autres. Il y a Theo Geoghegan, il y a Sivakov, le franco-russe qui est, pour l'instant, est dans un rôle d'équipier, mais qui était pressenti pour être un futur grand leader de GT. Il y a aussi une grosse structure. Il y a une équipe médicale, un pôle de performance, enfin des autobus énormes que d'autres équipes n'ont pas. Mais par contre, enfin, la personne qui va reprendre Sky, il va aussi reprendre et hériter de la réputation de Sky. Et je pense que ça aussi, ça peut être un frein pour l'héritage. La question de l'héritage dans tous les sens du terme, enfin, au sens large, oui, effectivement. Charles. Ouais, justement. Ensuite, Greg. C'est là-dessus où je voulais en venir. Théo, tu l'as dit, il y a un héritage, disons, qui est un petit peu lourd. On se souvient tous de l'affaire Chris Froome l'an passé. On ne va pas revenir dessus parce que tout a été dit. Mais imaginons que vous êtes un sponsor qui est prêt à mettre beaucoup d'argent sur la table. Si on vous explique, ou si vos conseillers vous expliquent que si vous mettez 10 millions de moins, vous avez la possibilité de ne pas avoir le mec qui a, disons, un passé trouble ou une mauvaise réputation, est-ce que vous n'êtes pas tenté, sachant qu'en plus ce mec-là a 33 ans, de lui expliquer gentiment, écoute, merci pour tout ce que tu as fait, mais va trouver un contrat ailleurs, chez Katusha, Israel Cycling Academy ou Team Emirates. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus, mais c'est un peu risqué, surtout que le gars est vieillissant, quoi. Greg, peut-être pour reprendre encore sur ce sujet. Oui, sur la réputation. Je suis pas sûr que ce soit réellement un frein finalement, parce que comme on l'a dit plus tôt, il y a quand même une nouvelle génération de coureurs dans l'effectif. Il y a déjà Bernal qui peut servir de produit d'appel. Si on rachète une équipe, qu'on sait qu'on a Bernal, qui est quand même probablement un des futurs grands leaders sur les grands tours, ça fait quand même une bonne occasion, parce que des coureurs comme Bernal, jeunes, il y en a pas tant.
il n'y en a pas tant que ça. Plus tous les autres jeunes, tu as parlé de Sivakov, même Moscon n'est pas si vieux. Oui, j'allais dire, vous vous rendez compte que là, pour l'instant, on s'était fait encore l'économie de parler de gars comme Moscon ou Kwiatkowski. C'est dire la richesse de l'effectif, c'est-à-dire qu'on n'a même pas encore évoqué ces deux-là. Bon, voilà, moi je pense que la mauvaise réputation, surtout peut-être un coureur comme Froome, plus que par les jeunes, c'est Ghana aussi, qui a que 22 ans, Alvorsen, Gegenhardt, 23 ans. Sosa, 21 ans. Bon, il y a beaucoup de jeunes qui vont donner une autre image, peut-être même justement, enfin, on avait parlé dans d'anciens podcasts que finalement Sky, ils ont pris beaucoup de jeunes, peut-être pour casser l'image du on prend un Trimen Kida, mais on en fait un tueur sur les grands tours. Hein, c'est souvent ce qu'on reprochait à Sky et à Froome de dire, ben lui, il vient de nulle part et comment est-ce qu'il gagne un grand tour. Là, si Bernal gagne un grand tour, on sait d'où il vient, ce ne sera pas la surprise. Donc je pense que la question de la mauvaise réputation, je suis pas sûr que ça compte beaucoup pour le sponsor. Est-ce que ça serait pas justement l'occasion pour un nouveau repreneur de tirer carte blanche sur le passé, justement, de se dire, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, je conserve pas Froome, parce qu'on rappelle qu'on se projette sur 2020, pas sur 2019, donc Froome aura 35 ans. Je prolonge pas non plus Geraint Thomas, parce qu'il a le même âge. Wout Poels, on sait qu'il a une réputation aussi un peu bizarre, notamment par rapport à ses accélérations sur les pentes les plus élevées. Est-ce que je le laisse de côté aussi? Est-ce que je repars pas avec un groupe sain, entre guillemets, où j'ai Egan Bernal, Pavel Sivakov, Tao Gegenhardt, Ivan Sosa, Christopher Alvorsen, Jonathan Narvaez, etc. Un groupe de jeunes pépites qui passent quand même vraiment bien au niveau du grand public, et je me débarrasse du reste, y compris le manager général de l'équipe qui est très très décrié puisqu'il était déjà là. J'allais demander, on fait quoi de Brailsford effectivement dans Parce que Brailsford, il faut mettre les choses en perspective. On n'est pas dans un cas où la licence lui appartient. Vous l'avez répété, vous l'avez expliqué en début d'émission, la licence World Tour, elle appartient au groupe Sky. Ce qui fait que le manager général, contrairement à d'autres équipes comme AG2R, etc., où les licences appartiennent au manager, là, ce n'est pas le cas. Donc, quelqu'un qui voudrait mettre de l'argent sur la table et reprendre l'équipe, il n'a en aucun cas une obligation de discuter avec Dave Brailsford. Il peut trouver un manager général autre, déjà du monde du cyclisme ou hors milieu du cyclisme, qui serait d'accord pour diriger l'équipe. Mais est-ce que l'équipe peut tourner sans Dave Brailsford? Parce que même s'il n'est pas propriétaire de la licence, c'est quand même lui qui a contribué à monter tout le projet, et la crédibilité du projet à la base retombait sur lui. Donc est-ce que je pense qu'on reste plus. Enfin, il va essayer de trouver un sponsor, lui, avec. Peut-être que Sky l'aidera, et que il sera. S'il y a une nouvelle équipe qui se fait, il sera en charge de la nouvelle équipe. Je pense, j'imagine que vous serez d'accord avec moi, c'est quelqu'un quand même qui a contribué, qui a dû avoir un rôle très très important dans la fameuse discipline que vous évoquiez au sein de la Sky, et cette façon qu'elle a de fonctionner, notamment sur la course phare qui lui tient à cœur au cours de la saison, le Tour de France, où on voit une mécanique toujours bien huilée, et finalement une équipe qui a toujours su gérer les crises d'ego et faire en sorte que l'ensemble des équipiers se mettent au service d'un leader, malgré ce qui s'est passé l'année dernière. Des petites tensions, mais on a vu quand même que la machine a quand même continué à tourner. Et je pense que Brailsford a eu un grand rôle dans cette discipline qui s'est instaurée. Donc sans lui, je ne sais pas comment ça peut déjà fonctionner. Tu parlais tout à l'heure déjà, Théo, d'un possible changement dans la façon de rouler la Sky cette année, dû à la fin de l'engagement de l'équipe. Vous y croyez, vous aussi, Greg, par exemple? Bah oui, enfin peut-être pas en début de saison, mais peut-être qu'à un moment ça va jouer, mais ça justement on regardera, on suivra les infos, mais moi je pense qu'on aura assez vite des nouvelles. Hein, c'est-à-dire, je pense que d'ici quelques mois, d'ici le printemps, je pense avant le Giro, peut-être qu'il y aura des nouvelles et ça changera tout. Mais après, voilà, ils ont un tel effectif que de toute façon, les coureurs, même sur leur réputation, ils peuvent trouver un contrat. Hein, c'est-à-dire, de toute façon, je crois qu'il y en a déjà beaucoup qui sont en fin de contrat, hein, si je regarde un peu les sites. Qui sont en fin de contrat en 2019, mais leur réputation, Kwiatkowski, il n'aura pas de mal à trouver un contrat. Oui, on sait pas. Les coureurs comme ça, même Wout Poels, je ne me fais pas de soucis pour lui. Qui a d'autres
Mais s'il fait podium du Giro, de la Vuelta en courant pour lui, il trouvera un meilleur contrat que s'il fait 15e en ayant fait gagner quelqu'un de son équipe. Je crois que l'équipe s'est donnée jusqu'au départ du Tour de France pour trouver un sponsor. Donc s'ils n'en ont pas trouvé un avant le Tour de France, ça risque d'être un peu rigolo. C'est ça, c'est super intéressant, je trouve, ce que tu pointes, Théo, parce que enfin, c'est vrai que des mecs comme Wood Poels, Miral Kwiatkowski, etc., ils trouveront un contrat, on se fait aucune illusion là-dessus, pardon. Mais tu l'as dit, s'ils arbinent toute l'année et qu'ils font pas de résultats, ils auront un contrat d'équipier de luxe. Alors que si jamais ils arrivent à performer et à gagner une World Tour d'une semaine ou une classique, la négociation par rapport à un futur manager, elle est plus du tout la même. Tu passes d'équipier de luxe à un mec qui est capable d'être leader au sein d'une équipe. Et tout l'enjeu, il va être là pour ces mecs-là parce que ils ont des contrats en or au sein du Team Sky. On le sait, le budget salaire de l'équipe est quasiment le même que la moitié des formations du World Tour. Donc les salaires sont très très élevés. Et en dehors de Pouls, de Kwiatkowski, etc., moi je pense à des mecs comme Jan Stannard, Luc Rohe, Vasil Kirienka, qui sont plus sur la fin. Ces mecs-là, s'ils se dépouillent et qu'ils font rien personnellement, est-ce que eux, ils vont retrouver un contrat dans une équipe pour le Tour l'an prochain? Ça, c'est pas dit non plus. Donc, est-ce qu'à un moment, ils vont peut-être pas être tentés de mettre un petit peu le frein et de se dire, bah tiens, je vais tenter une échappée, ou inconsciemment même parfois. Enfin, tu penses forcément à toi. Il y a un côté égoïste, surtout chez les sportifs. Enfin, c'est logique puisque c'est des compétiteurs. Donc, est-ce que ça peut jouer, à votre avis, aussi à ce niveau-là? Bah, ça sera tout l'intérêt de ce qu'on verra. Après Kirienka, je pense, de toute façon, est-ce qu'il va continuer? Après, il a 37 ans déjà, non? Oui, je crois Donc, je pense que déjà, pour lui, à la rigueur, c'est moins un problème. Oui, ça, Mais après... je pense à des coureurs plus peut-être quand même qui n'ont pas l'occasion aussi beaucoup courir ou qui se mettent en évidence qu'une fois de temps en temps, tels des Diego Rosa par exemple, qui ont montré de belles choses ci et là. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a fait 2 fois deuxième du Tour de Lombardie, mais qu'on voit très peu le reste du temps. Bon, parce que Rosa, voilà, c'est un bon exemple. Tu vois, il est arrivé avec un gros statut chez Sky parce qu'il sortait d'une super saison, mais là, ça fait 2 ans qu'il fait rien. Donc, si lui doit négocier un contrat en fin d'année, je me demande quelle nature. Enfin, voilà, bon, bah, qu'est-ce avec qu'il peut mettre en avant, tu vois. Enfin, si. Ces placettes sur la Settimana Coppi Bartali, ça reste très très léger, on sera d'accord. Hein. Chez UAE, hop. Voilà. Bien, oui, c'est sûr. Alors, est-ce que pour vous, et peut-être une façon de conclure, est-ce qu'on peut dire que la fin de cette équipe, c'est quand même un mal pour un bien, ou on y voit plus finalement du négatif que du positif? Est-ce qu'on peut se réjouir parce qu'on aura des courses moins cadenassées, notamment en juillet? Enfin voilà, quelle impression générale vous tirez de tout ça finalement? Est-ce que ça peut être une occasion peut-être pour voir plus de spectacles aussi et on va dire des budgets un peu plus logiques et correspondant plus à une réalité des choses du terrain pour la suite. Voilà, donc faire un petit bilan de tout ça. Charles? Ouais, moi je pense pas que ce soit une bonne chose au final l'arrêt du Team Sky, parce que enfin, malgré tous les soucis extra-sportifs, c'est une équipe qui a amené beaucoup d'argent dans le cyclisme. Donc enfin, on est quand même sur une situation économique qui est vachement précaire. On n'est pas le foot, on n'est pas les sports US. Donc, enfin, j'arrive pas à me réjouir en fait, même si je suis pas forcément fan de la structure du départ d'une équipe, enfin, qui a mis autant d'argent sur la table et qui a, disons, donné des meilleures conditions de salaire, etc., de professionnalisation aux différents coureurs. Enfin, j'arrive pas à m'en réjouir. Je pense pas que ce soit une bonne chose. En dehors sur le long terme. même du budget, c'est vrai qu'elle a servi ensuite, au début, elle a été même moquée, décriée à cause de ses méthodes, qualifiée un peu de futuriste, à l'aide de data et d'informatique, etc. Mais finalement, on s'est rendu compte que beaucoup d'équipes ont suivi le mouvement. Donc, elle a aussi donné le ton là-dessus. Hein. Elle a servi de modèle, elle a apporté quelque chose là-dessus. Alors peut-être qu'elle a, comment dire, on a ouvert une boîte de Pandore ce faisant, hein, au détriment du spectacle, mais toujours est-il que sa méthode a marché et qu'elle a été copiée ensuite. Théo? La même chose pour les salaires. Enfin, oui, les coureurs de Sky étaient mieux payés, mais aussi ils ont contribué à augmenter le niveau global des rémunérations des coureurs dans le peloton. Donc, bon, c'était une bonne chose pour l'ensemble des professionnels du secteur.
d'un autre côté, et ça c'est un argument qui était avancé par Voters, ça pouvait décourager d'autres sponsors qui étaient capables de mettre une grosse somme, d'investir. Donc peut-être que les équipes vont avoir moins de mal à trouver d'autres sponsors, mais c'est difficile d'avoir des données là-dessus et d'avoir vraiment un avis construit sur quelque chose de stable. Autre chose, enfin, ce que Sky avait peut-être permis à faire, c'est les équipes qui font de l'achat-revente. Une équipe comme Androni, qui a eu énormément de soucis pour trouver des financements, a pu réussir à continuer plusieurs années en revendant le contrat d'Egan Bernal, ou cette saison en revendant le contrat de Sosa, et peut-être dans les années à venir en revendant le contrat de Kevin Rivera. Sans Sky, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Ouais, je suis d'accord avec toi, Théo. C'est vrai qu'on a vu ce phénomène apparaître quand même. Enfin, ça sera certainement l'occasion d'une autre émission, mais de plus en plus, hein, on a vu Kittel, on a vu aussi Narvaez qui a quitté Quickstep, Gaviria, etc. Et peut-être que Sky, justement, tu l'as dit, était le moteur de systèmes d'achat-revente où des mecs un peu malins, pour pas dire plus, en parlant de Savio, se sont dit tiens, moi je vais faire signer des contrats de 4-5 ans à des petits gamins colombiens, comme ça si jamais ils explosent, et ben c'est jackpot pour moi, quoi. Et là, ça sera peut-être plus possible parce que hors Sky, je vois pas trop qui peut racheter des contrats. Peut-être Emirates, mais bon, ça reste à la marge, quoi. Après, voilà, enfin, ça reste, enfin, ça va être un tournant, je pense, peut-être dans le vélo, tu l'as dit. Il y a peut-être pas, on n'est pas dans le foot, l'argent ne vient pas si facilement que dans notre sport. Et donc, à voir là, est-ce que ça va au contraire laisser la place à d'autres équipes, être encouragées à persévérer dans leur investissement, ou alors est-ce que ben, ça va plutôt baisser les moyens et on ne trouvera pas de grandes entreprises, de gros budgets qui vont arriver. Je pense que ça va être un tournant, ça va être très intéressant de ce point de vue-là, de voir finalement comment ça va tourner, est-ce qu'il y aura un repreneur et à quel niveau pour la structure, et ça donnera finalement le ton, hein, pour la suite. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, je crois que c'est une très bonne conclusion. On a essayé de faire le tour de la question en un minimum de temps, en tout cas celui qui nous était imparti. Voilà, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire au cas où. Et on se retrouvera de toute façon très bientôt pour la suite de nos émissions thématiques. Bonne fin de journée, bonne fin de soirée à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Salut les zozos.